Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais être accompagné de Fabienne Henry, que j'ai invité pour justement me partager ses connaissances sur les aménagements scolaires qui sont disponibles pour les élèves de maternelle jusqu'au primaire, donc au CM2. Donc voilà, elle va nous partager tout ça. Fabienne Henry, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Merci de m'avoir invité pour ces vidéos qui sont fort intéressantes. J'en ai visualisé quelques-unes et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de voir des astuces pour les TDAH, des témoignages, etc. Alors, je me présente, je suis Fabienne Henry, je suis présidente d'une association qui s'appelle Suivi Enfant, qui œuvre pour l'école inclusive. On organise des événements, de l'information, de l'aide aux parents par rapport aux élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers. Et professionnellement, je suis enseignante référente pour les élèves en situation de handicap, enseignante spécialisée et anciennement professeure de mathématiques. Donc dans cette vidéo, vous allez nous partager quels sont les aménagements scolaires qui sont disponibles justement pour les enfants de maternelle et de primaire? Oui, alors tout à fait. Donc les aménagements vont dépendre du TDAH. Alors quand je dis ça, on sait que le TDAH, il y a trois aspects possibles. Quand on a un TDAH, il y a le volet attention, trouble déficitaire de l'attention. Il y a le volet impulsivité de l'enfant, et le volet hyperactivité. Donc en fonction de ce qu'a l'enfant, de son TDAH, si c'est plus le volet attention, impulsivité ou hyperactivité, les réponses pédagogiques ne seront pas les mêmes. Alors je vais développer les trois, bien entendu, ouais. En commençant peut-être par l'attention. Oui. Donc souvent, il y a trois profils d'enfants. Il y a l'enfant qui est impulsif, hyperactif. Donc c'est souvent des garçons, on a 4 garçons pour une fille. Ensuite, le deuxième profil d'enfant, c'est l'attention, un déficit de l'attention. Et là, ça sera plutôt les filles qui seront touchées. Et le troisième, alors je fais des groupes d'enfants, bien entendu, dans la réalité, tout ça est à modérer. Le troisième groupe, c'est quelqu'un qui a tout, à la fois l'inhibition, l'hyperactivité et l'attention. Donc selon les trois profils, on n'aura pas les mêmes réponses. Et à savoir, bien entendu, si on est touché par les trois axes, on va être un élève difficile à gérer en classe, à la fois pour le groupe classe, à la fois pour l'enseignant et à la fois pour l'élève lui-même où ça va être compliqué. Voilà. D'accord. Et donc pour le second? Alors pour le second, j'ai dit qu'en général c'était plus des filles, donc ouais. Une fille qui a un déficit de l'attention. En classe, ça va être une élève un petit peu rêveuse, ouais. Effacée, qu'on ne va pas trop remarquer et souvent qui va se faire oublier. Donc à son détriment, bien sûr, mais elle ne va pas, entre guillemets, déranger la classe, s'interpeller, et c'est souvent celle qui va passer à côté des adaptations. Et le premier, comme je parlais d'impulsivité et d'hyperactivité, on va être aussi sur un enfant où, par obligation, on va devoir s'en occuper et proposer des adaptations. Voilà, donc 3 profils, 2 profils qui ont des besoins qui vont être obligatoires en termes de réponse pédagogique parce qu'ils vont mettre parfois en péril la classe. Alors j'ai des mots un peu violents, mais sur le terrain, ça peut être violent pour l'enfant, pour les parents et pour l'enseignant. Donc les adaptations vont s'imposer pour pérenniser la situation en classe et avoir une scolarité sereine au mieux pour l'enfant. Un déficit de l'attention en maternelle, alors ça va être difficile à évaluer au départ. Alors on va supposer que notre enfant est diagnostiqué TDAH oui. dans notre vidéo. Ouais. Donc on suppose que le diagnostic est posé, donc on sait qu'en maternelle les enfants bougent beaucoup, que l'attention est très fluctuante. Donc au niveau de l'attention, il ne va pas se faire remarquer plus que ça. Alors qu'est-ce qu'on peut proposer comme adaptation ? On peut proposer, pour canaliser l'attention, on peut proposer pour canaliser l'attention à un petit, ce qu'on appelle le tunnel de l'attention. Alors c'est-à-dire qu'on va dire à l'enfant, quand il y a quelque chose d'important à écouter en classe, on va faire en fait que le regard, que l'ouïe, tout soit dirigé dans la même direction. Alors ça veut dire concrètement qu'on va proposer une posture à l'enfant
Alors la posture, ça va être celle-ci, les coudes sur la table. Je n'ai pas la table devant moi, mais je cache mes yeux à gauche, à droite. Le regard est canalisé sur un point fixe. Au niveau de l'audition, pareil, le son est vers l'enseignant. Donc voilà, donc ça s'appelle le tunnel de l'attention. Donc c'est des petites astuces que je vais proposer, mais qui, mis bout à bout les unes aux autres, vont faire que l'enfant va comprendre ce qu'est l'attention et ça va le mobiliser sur une tâche bien précise. Donc première adaptation possible en classe pour des petits et des élèves d'élémentaire, le tunnel de l'attention. Deuxième adaptation possible, c'est ce qu'on appellera un code invisible entre l'enseignant et l'élève. Alors le code, ça va être des regards appuyés, ça va être des gestes, ça peut être juste le geste, regardez, voilà, c'est un code qui est invisible pour le reste de la classe, mais qui pour l'enfant et l'enseignant sont un code de communication entre eux. Donc après ce code de communication établi entre l'élève et l'enseignant, on peut avoir d'autres pistes, mais je rajouterais qu'un code de communication implicite, c'est très important parce que l'enfant va se sentir avoir une place privilégiée dans la classe. Et c'est particulièrement important de savoir qu'il est reconnu par rapport à ce qu'il est. Alors en maternelle, bien entendu, ça prend moins sens, mais plus l'enfant va grandir, plus ça va prendre sens. Comme son estime de soi va être assez faible généralement lorsqu'il a un TDAH, eh bien le fait justement de le valoriser et de se sentir un petit peu est unique dans la classe. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va justement être bénéfique aussi pour son estime de lui-même. Et sa confiance en lui également. Tout à fait. Et on verra tout à l'heure, je proposerai d'autres adaptations par rapport à l'estime, justement, parce qu'on sait que l'estime de soi est souvent abîmée, qu'elle est à restaurer. Donc il y a des adaptations qui vont également dans ce sens, pour restaurer l'estime de soi. Une autre adaptation possible, c'est par rapport à l'attention, il faut faire très attention à l'espace de travail. Alors, parce qu'un enfant qui a un trouble de l'attention va être distrait par tout ce qui se passe autour de lui. Donc la place dans la classe est particulièrement importante. Donc ça veut dire ne pas le placer près d'une fenêtre, parce qu'on sait que dehors, il y a les oiseaux qui passent, si on est au bord d'une route, il y a les voitures qui peuvent klaxonner, etc. Voilà, il y a des bruits qu'on ne maîtrise pas. Donc au niveau visuel, l'isoler par rapport à la fenêtre. Le mettre devant, c'est mieux parce qu'il n'aura pas un regard sur ses camarades, parce qu'une classe, ça bouge, c'est vivant, il se passe toujours plein de choses intéressantes et inintéressantes au niveau de l'attention. Ça peut être une gomme qui tombe, un crayon où la mine se casse, voilà. Mais tout ça, ça va faire que l'attention de l'enfant TDAH va se disperser. Donc plutôt le mettre devant, face au tableau, et puis que l'enseignant ait une proximité avec l'enfant par rapport au code de communication entre eux. On parlait de regard, on parlait de gestuel, et ça peut être aussi de la proximité physique. L'enseignant s'approche de l'enfant, et tout ça, ça fait partie d'un code de communication qui a été discuté et expliqué en entretien individuel avant d'être devant le groupe classe. D'accord. Donc limiter toutes les distractions en le mettant devant, pas à côté des fenêtres, pour justement, voilà, tout à fait. Enlever déjà toutes les distractions qui sont à l'arrière et qui sont à l'extérieur. Tout ce qui est pollution visuelle, après sonore, etc. Ouais. Après, quand on parle d'environnement de travail, il faut penser également à son bureau. Alors, ça veut dire sa table d'élève, qu'elle doit être la plus dépouillée possible. Donc là, il y a un travail à faire côté parents, fournir le minimum. Souvent, on a des listes à rallonge qui sont nécessaires, mais ça doit être dans la case. Sur l'espace de travail, le minimum, parce que tout est sujet à distraction. Donc le minimum, ça va être le crayon papier, le stylo bleu, la règle, et puis finalement, c'est tout. Et je dirais même que sur la table, chaque objet, sur sa table d'écolier, chaque objet doit avoir sa place. Le crayon au même endroit, le crayon papier au même endroit, et ça va lui donner aussi des repères. Et puis, ça va l'empêcher d'être distrait par cet environnement de travail. Bon, tout ça, on est plus sur de l'élémentaire, parce qu'évidemment, un petit de maternelle ne sera pas dans les mêmes conditions pour travailler. Donc, à chaque fois, selon l'âge, on prend ce que je dis ou pas. D'accord. Donc, on a parlé de l'environnement de travail, on a parlé de code avec l'enseignant, de posture de l'élève. Je réfléchis encore pour l'attention, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas tout développer, je vais donner de grandes lignes. Alors après, quand l'enfant grandit, au niveau de l'attention, lui apprendre à faire un rituel dans sa tête,
Est-ce que physiquement, je suis en posture pour me mettre au travail de manière efficace? Alors ça veut dire que l'enfant, avec l'âge, alors on est encore sur des petits là, mais quand on monte dans les classes, à partir de 8 ans, 9 ans, CM1, CM2, on peut apprendre à l'enfant à se connaître et à voir qu'il perd l'attention. Garder l'attention longtemps, c'est compliqué pour tout le monde. Hein. Quand on est petit, on sait qu'on n'a pas beaucoup d'attention et puis en fonction de l'âge, l'attention augmente. Donc lui apprendre à se connaître et voir que s'il perd l'attention, lui donner des trucs pour se remobiliser. Alors, quel genre de trucs? Ça peut être je me redresse, je mets les pieds bien ancrés au sol, je reprends ma respiration, je ferme les yeux, ça ne se voit pas, hein, c'est invisible par rapport à la classe, et je me ressaisis et je repars. D'accord, donc ça c'est à partir de 8 ans quoi. Oui, avant c'est trop tôt, oui. Vraiment se connaître et savoir quand on est distrait. Oui, okay. Voilà, apprendre à se connaître parce que plus l'enfant va monter en âge, plus c'est important qu'il s'auto aussi gère. Régule au niveau de son, voilà, de des son émotions, etc. Okay. Mais ça va venir avec l'âge. Et bien sûr, un tout petit, on ne va pas du tout lui demander ça. Oui. Je pense qu'on peut passer directement à l'impulsivité, par exemple. Alors, être impulsif, c'est aussi ne pas être dans l'inhibition. Un élève doit apprendre à s'inhiber en classe. C'est-à-dire, dès qu'il a quelque chose dans la tête, il ne peut pas se permettre de dire à haute voix tout ce qu'il pense. Et c'est un des problèmes d'un enfant TDAH, c'est tout ce qui lui passe par la tête, il va le dire, il va le raconter, il va intervenir. Il va dire les choses, ou il va faire les choses, et après, justement, il va se poser la question au lieu de le faire avant. Oui, il ne va pas être effectivement dans l'inhibition. S'inhiber, c'est pareil, un petit enfant de 2 ans n'a pas d'inhibition. Et puis avec l'âge, on ne va pas dire tout ce qu'on pense, on va attendre son tour, on va se poser la question, oui mais là, je ne vais pas intervenir, ce que j'ai à dire, ce n'est pas très intéressant. L'enfant TDAH, il n'est pas là-dedans, il est sur le côté impulsif. Et effectivement, comme vous le disiez, c'est plutôt après qu'il va se dire, mince, est-ce que j'aurais dû... Est-ce que j'aurais dû attendre? Est-ce que j'aurais dû lever le doigt? Oui, mais c'est trop tard, c'est fait. Alors, pour pallier à l'inhibition, chez les tout-petits, on peut proposer, ça se fait dans les classes, un bâton de parole. Donc, c'est seulement quand on a le bâton de parole qu'on a le droit de prendre la parole. Tout ça, c'est des processus qui apprennent l'inhibition. Pour l'enfant TDAH, on peut continuer ce bâton de parole, ce totem, on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas, ça veut dire que si, au niveau physique, je ne tiens pas un objet dans mes mains, je n'ai pas le droit de parler. Donc ça va marcher ou pas, parce qu'un enfant très impulsif, ça ne va pas suffire. Oui. Mais tout ça, c'est des petits trucs, toujours. Ouais, adapté en fonction de chaque... De chaque enfant, oui. Ensuite, au niveau de l'impulsivité, les enfants TDAH vont très vite se précipiter dans le travail, bâcler le travail, finir très vite, et finalement, ils ne vont pas accorder le temps nécessaire au travail demandé, parce qu'ils font pour finir, ou ils sont dans une certaine impulsivité au niveau du travail. Alors, comment pallier à ça? On peut proposer des sabliers au niveau du temps, en chronométrant, en disant cette activité, elle va prendre 2 minutes, elle va prendre 3 minutes, pour rythmer le temps nécessaire. Et il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas aller trop doucement, donc lui donner des repères temporels au fur et à mesure des activités. Et bien entendu, à chaque fois, l'activité doit être très courte, parce qu'on a toujours ce problème d'attention. Donc des activités courtes et avec un temps de début et de fin. Alors, il existe des timers. Je ne sais pas si vous connaissez... Oui, pour justement se rendre plus facilement compte du temps qu'il nous reste. Voilà. Alors, par contre, le timer, il peut poser un problème au niveau de l'attention parce qu'on voit, c'est rouge en général, le temps qui passe et ça peut distraire. Alors, on peut trouver d'autres moyens qui sont un peu moins visuels. Il existe des petites applications avec le temps qui passe. Bon, il y a plein de choses qui existent pour mettre un marqueur sur le temps. Il y a plein de choses qui existent. Là, je donne le truc, après, il faut aller chercher. Il y a le sablier, il y a le timer, et après, il y a des applications. Voilà. Pour l'impulsivité, alors, dire à l'enfant, à chaque fois qu'il a quelque chose à dire, il va faire 1, 2, 3. 1, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux dire? 2, est-ce que ça a un intérêt par rapport à ce qui se passe dans la classe? Et 3, si j'ai validé les 2 premiers, je lève la main. Donc, lui apprendre à avoir un rituel. Et l'enseignant pourra lui faire
quand il voit que l'enfant commence à prendre la parole, et du coup l'enfant s'arrête et refait ce chemin dans la tête. Mais en fait, le chemin vers l'inhibition n'est pas naturel vers un enfant TDAH. Les autres enfants, on ne leur apprend pas à attendre leur tour, à ne pas passer devant. Là, ça demande un apprentissage. Donc l'apprentissage, ça va passer par de la gestuelle. Est-ce que tu as fait 1, 2, 3 ? Lui dire que ça correspond à un schéma cognitif dans sa tête. 1, je m'interroge sur ce que j'ai à dire. 2, est-ce que c'est le bon moment ? 3, je lève la main. Voilà. Donc ça peut permettre à un enfant de travailler sur son impulsivité. D'accord. Et après, justement, ça va devenir automatique et petit à au fil petit. du temps. Ouais, Mais ça peut prendre 1 an, 2 ans. Voilà. C'est un travail de longue haleine. Oui, on est sur des... sur du long terme. Oui, on est toujours sur du long terme. Et puis, plus le trouble est sévère, ça peut perdurer dans le temps. Oui. Oui. Alors, toujours sur le volet impulsivité, on peut également avoir des pictogrammes visuels par rapport à l'enfant. Ça peut être des pictogrammes au niveau de l'émotion. Quand l'enfant est trop agité, il existe des échelles. D'ailleurs, au passage, j'en parle, mais j'ai une page Instagram. Sur la vidéo, peut-être que vous pourrez mettre des liens sur la page Instagram. De toute façon, tous les liens donc pour retrouver Fabienne Henry se trouve en bas dans la description. Donc vous aurez juste à cliquer dessus pour vous y rendre. Parce que là, je parle de tout un tas d'adaptations et notre association a une page Instagram et une page Facebook où justement on donne les liens pour trouver les pictogrammes dont je parle, je parlais de timer, voilà. Donc il y a toutes les adaptations au fur et à mesure, on les retrouve sur ces différents sites. Je reviens sur ce que je disais, il existe des échelles d'émotions où on va dire à l'enfant que... au niveau de son impulsivité, ça ne va pas. Donc ça va être une échelle qui commence dans le rouge, le orange, le vert, etc. Et quand on parlait d'estime de soi, à chaque fois que l'enfant est dans le bien-être au niveau de son attitude, on va lui donner des récompenses. Alors on ne va pas différer la récompense par rapport à d'autres enfants, on va toujours être dans le temps présent. Donc la récompense, ça peut être des smileys verts, ça peut être des bons points. Alors ça peut paraître un peu ringard, des fois il y a des personnes qui sont pas pour les bons points. Même ça se fait encore beaucoup, quoi. Oui, tout à fait. Et il existe des bons points où quand on les met ensemble, ça forme un espèce de puzzle, donc un grand puzzle. Il y a plein de choses maintenant qui sortent aussi du traditionnel bon point, du bon point égale une image. Il y a des choses qui sont d'ordre un peu plus ludique. Ouais. Donc je reviens sur l'impulsivité. Je pense que vraiment la récompense c'est tout de suite. C'est pas à la fin de la journée on fera un bilan, c'est t'as fait bien, t'es au bon endroit de l'échelle attendue, tu as ta récompense. Donc la récompense ça peut être juste à l'oral, c'est très bien. Ça peut être aussi un mot dans le cadre de liaison avec les parents, parce qu'on dit souvent ce qui ne va pas et quand ça va, on n'en parle pas. L'enfant TDAH, il a besoin d'être valorisé, donc valorisé par l'enseignant. À la maison, ça fait du bien aussi à la famille d'entendre tout va bien. Parce que ce n'est pas souvent le cas. Ouais, c'est souvent l'inverse, donc justement d'entendre que là, il y a eu quelque chose qui a été fait qui est bien et que l'enfant est en progression. Ouais, c'est très important. Ça peut aussi encourager les parents. Oui, ça va restaurer l'estime de soi, ça va apaiser les relations familiales, la fratrie ou la relation avec l'école. Donc c'est important cette communication positive. Parce que malheureusement, on est souvent sur une communication dans « ça ne va pas ». Et quand ça va, on l'oublie parce que ça semble normal. Mais pour un enfant TDAH, on sort de cette normalité. On est sur quelque chose où l'enfant est en progrès et en progrès vital par rapport à son parcours scolaire. Oui, quelque chose qui peut paraître anodin pour n'importe quel élève qui n'aurait pas de TDAH peut justement, pour un élève qui a un TDAH, être déjà un grand pas vers quelque chose de meilleur en tout cas. Tout à fait. Il sera dans la répétition du comportement adéquat et puis là on a gagné. D'accord. Alors l'impulsivité, encore une autre piste, on peut proposer à l'enfant quand on sent qu'il a quelque chose à dire, c'est vital, il doit le dire maintenant, eh bien d'essayer de lui faire prendre l'habitude de passer par l'écrit ou par un dessin et de créer une boîte à demandes. Et à sa disposition, il peut bouger dans la classe, aller écrire je me pose cette question et il la met dans la boîte qui sera lue par l'enseignant à un autre moment. Donc ça répond à son impulsion du moment, il ne rentre pas dans une certaine frustration du coup, mais par rapport à la classe, ça diffère sa demande.
Donc on peut créer aussi une boîte à demandes. Et bien entendu, lui aura le droit de se lever, mais pas les autres enfants de la classe. C'est ce qu'on appelle des adaptations. Mais le fait de justement mettre sa question par écrit et ne pas avoir la réponse tout de suite, ça ne va pas justement le... Alors là, on est pareil, si vous avez raison, mais on est sur un travail qui se fait au fur et à mesure du temps. Okay. Quand on lui a dit, par exemple, tu vas te poser dans ta tête 1, 2, 3, le 2, est-ce que ma question est vraiment utile maintenant? Si la réponse est non, on va lui apprendre à passer à l'écrit. Et puis il ira... faire ce processus également. D'accord, ok. Mais tout ce que je dis là, on est sur du long terme. On ne va pas tout de suite lui dire d'écrire. Il ne le fera pas, parce que la question sera trop prégnante, il ne pourra pas le faire. D'accord, il faut déjà qu'il soit un petit peu avancé dans le processus, qu'il ait déjà un certain contrôle sur son impulsivité. Et puis ça, c'est des adaptations qui se travaillent tout au long de l'année, qui se construisent, il faut que l'enfant soit en confiance, donc ce n'est pas le jour de la rentrée, il faut du temps. Tout d'un coup, oui. Okay. D'accord. Eh bien, je propose qu'on passe du coup au dernier point. Oui. Alors, le dernier point, c'est-à-dire l'hyperactivité, c'est ce qui va être le plus dérangeant pour l'enfant, pour l'enseignant et pour la classe. Alors, l'hyperactivité, elle est là. Il y a des enfants qui ont des traitements, des fois médicamenteux, d'autres non. Je ne me prononcerai pas sur les traitements, ce n'est pas du tout l'objectif aujourd'hui. Donc, on va parler au niveau pédagogique. Cette hyperactivité est là et qu'est-ce qu'on peut faire en classe pour y répondre ? Alors, on ne va pas pouvoir dire à l'enfant « tiens-toi droit, arrête de bouger, te lève pas », ça fait partie du trouble et l'enfant va être obligé parfois de se lever, de s'agiter. C'est la suite finalement de l'impulsivité. Alors, quelles vont être les réponses ? Les réponses, c'est qu'en maternelle, à l'école primaire, on va aménager son espace de travail par rapport au fait que l'enfant bouge. Alors, ça veut dire quoi ? En France, on est en retard par rapport à certains pays. Je pense au Canada. Au Canada, ils ont... Alors là, je commence par l'aménagement extrême qui n'existe quasiment pas dans les classes en France, mais on pourrait y arriver. C'est permettre à l'enfant de bouger quand il travaille. Donc, il y a des bureaux vélos. L'enfant pédale. Oui, je ne sais pas, vous avez déjà vu j'ai vu, c'est top. C'est top. Vu que ça lui permet du coup de bouger et donc également dépenser son surplus d'énergie que les autres n'ont pas et justement donc de maintenir également son attention sur un cours, du moins un petit peu plus facilement que s'il resterait assis sur une chaise pendant plusieurs longues minutes, quoi. Alors ça, le problème, c'est qu'on ne va pas beaucoup le trouver par chez nous, mais ça peut être... alors ça peut paraître farfelu, parce que quelqu'un de lambda qui n'a pas un TDAH, si on lui demande de pédaler et de travailler, il va se dire « oh, mais non, qu'est-ce que c'est ?» Justement, lui, il ne va pas y arriver d'ailleurs. Mais oui, ça n'a pas de sens, quoi. Mais un enfant TDAH, si on lui permet de bouger tout en travaillant, ça va l'aider. Alors, si on oublie ce bureau vélo qui n'est pas encore arrivé jusqu'ici, ou qui est arrivé mais de manière infime, on va permettre à l'enfant de bouger. Alors, ça veut dire bouger physiquement sur son bureau. Ça veut dire qu'un enfant lambda, on va lui dire d'être bien assis, bien droit, etc. L'enfant qui a un TDAH, il va pouvoir, pourquoi pas, se mettre sur sa chaise d'une manière non traditionnelle. Donc, les jambes, je ne sais pas comment on dit, je ne trouve pas le mot. Mais les jambes derrière, pour justement qu'il soit dans une position où lui est vraiment à l'aise et lui est le plus enclin justement à se concentrer du coup. Voilà, donc on va lui proposer des postures qui sont non conventionnelles. Alors ça, c'est à expliquer au reste de la classe. Les enfants sont tout à fait aptes à comprendre. Après, un petit enfant de maternelle, il ne va pas pouvoir rester assis comme ça un long moment. Donc on va lui permettre de bouger. Alors, bouger avec un cadre, bouger parce qu'il a des missions. Il a des missions d'aller ramasser les crayons de couleur qui ont été utilisés, ramasser les papiers. Distribuer également. Distribuer, tout à fait, oui. Et deux choses, ça va, le responsabiliser et le mettre en valeur, et deux, répondre à son besoin de bouger. Donc on est à la fois, on travaille l'estime de soi, l'air de rien, et puis on le laisse bouger au sein de la classe. Après, si l'enfant est vraiment trop en hyperactivité, que ça ne devient pas gérable, on va aussi pouvoir lui permettre de sortir de la classe pour aller souffler à l'extérieur de la classe. Alors là, bien entendu, on ne peut pas dire à un petit enfant de 5 ans, tu ouvres la porte, tu vas faire un tour de récréation et tu reviens. Au niveau sécurité, ce n'est pas possible. Donc pour un enfant TDAH, on n'a pas parlé des plans d'accompagnement à l'école, on le développera peut-être après. Oui.
parce que ça regroupe tout. On peut mettre en place des plans d'accompagnement. Et là, quand je dis que l'enfant peut sortir, il peut sortir avec une aide humaine, une AESH, un accompagnement pour les élèves en situation de handicap, qui vont, lorsque l'enfant n'arrive plus à se contenir, le sortir de la classe, lui proposer de respirer, un retour au calme, un rituel. Il ne faut pas que l'AESH sorte pour sortir, il faut qu'il y ait un retour au calme. Donc, voir avec l'AESH comment travailler une sorte de rituel pour faire tomber les émotions, faire tomber cette agitation corporelle pour que le retour en classe soit le plus disposé pour se reconcentrer après. D'accord. Oui, tout à fait. Alors ensuite, il existe aussi, alors c'est quand l'enfant est un peu plus grand, on peut lui proposer des objets pour cette hyperactivité. Ça peut être des boules anti-stress que l'enfant malaxe, ça peut être... il y a plein de petites choses, il y a toujours sur la page Instagram, etc. Il y a plein d'objets qui permettent de bouger sans que ça gêne le reste de la classe. Ensuite, toujours, alors ça c'est possible dans nos classes, l'enfant TDAH va avoir tendance à bouger sa chaise dans tous les sens, ça fait du bruit parce que le carrelage contre les pieds, etc., ça fait du bruit. Il y a des enseignants qui mettent des balles de tennis coupées en deux et ça absorbe le bruit. Et comme ça permet de bouger les chaises sans gêner. Sans perturber toute la classe. D'accord. Donc il faut penser comment aménager ma classe pour que le mouvement de l'enfant, l'hyperactivité de l'enfant ne gêne pas les autres, parce que l'objectif, c'est toujours que la classe fonctionne avec tout le monde. Oui, oui. D'accord. Donc, c'est plein de petits aménagements qui en plus, ne sont pas très coûteux. Hein, non. Qui, justement, sont accessibles à peu près tout le monde et qui, par contre, mis bout à bout, vont avoir un réel impact, du coup, sur la scolarité de l'enfant. Oui, comme vous le dites, mis bout à bout, ils vont changer réellement le quotidien de l'enfant. Si on n'en prend qu'un, on se dit, bon, ça ne sert à rien. Mais quand on enchaîne, quand on a la posture professionnelle, quand l'enseignant a la posture professionnelle par rapport aux adaptations, ça facilite le quotidien scolaire de l'enfant. D'accord. Et après, je voulais aussi rajouter, en maternelle, ce qu'on peut faire aussi, c'est de créer un coin à lui. Alors, il existe des espèces, alors pareil, on en trouve un petit peu en maternelle des fois, des petites tentes où au niveau sensoriel, quand l'enfant est trop agité, au niveau sensoriel, on coupe le son, on coupe le visuel et l'enfant se retrouve dans une petite tente finalement en milieu confiné, si j'ose dire en milieu confiné en ce moment, mais avec un petit endroit un peu doudou, des coussins et un retour au calme où on laisse tomber toute cette agitation. Là tout à l'heure je parlais d'aide humaine, là c'est sans l'aide humaine finalement, on peut en construisant ça au fil de l'année, lui créer un endroit de retour au calme où il se l'approprie et il sait, il va trouver son livre préféré, il va regarder des images, des choses comme ça, qui vont lui permettre de faire retomber toute cette pression. Alors pour continuer sur l'hyperactivité, on peut également proposer, pas proposer, mais si on voit que l'enfant a besoin de travailler debout, il peut travailler debout, pourquoi pas ? Ça se fait, il y a des enfants TDAH qui travaillent debout et ils travaillent mieux debout qu'assis, bien droit, etc. Donc ça peut être une solution aussi de lui accorder ce debout. Ensuite, quand on parlait d'agitation, il faut que l'enfant et la classe soient au clair, que l'enseignant a compris ce qu'était le TDAH et va tolérer plus d'agitation de la part de cet enfant. Et à un moment donné, par des pictogrammes, il va signaler que l'enfant, ça ne va plus. Et donc, soit l'enfant, on va l'accompagner vers la tente, soit on va le sortir avec la ESH. Voilà. L'enseignant a une tolérance plus, parce que sinon, ce n'est pas possible de fonctionner dans la classe correctement. L'enfant va être sans arrêt puni, sanctionné, et ce n'est pas du tout l'objectif. On est plutôt là, comme on disait tout à l'heure, dans la valorisation à chaque fois. Voilà, tout à fait, la bienveillance. On construit l'estime de soi au fur et à mesure des années. Oui. Alors, nous venons de décliner les adaptations possibles par rapport à l'attention, l'impulsivité, inhibition et l'hyperactivité. Maintenant, de manière globale, il y a 2 grands plans d'accompagnement qui existent à l'école pour un enfant TDAH. Le PAP, qui est le plan d'accompagnement personnalisé, et le PPS, qui est le projet personnalisé de scolarisation. Alors, le PAP, c'est un document qui liste toutes les adaptations possibles pour un enfant TDAH.
À savoir, le PAP a été écrit en collaboration avec des parents d'associations DIS, dyslexie, dyspraxie, etc. Et pas de parents TDAH. Donc les adaptations proposées dans le PAP ne correspondent pas forcément à un enfant TDAH. Mais ce n'est pas grave, parce qu'à la fin du PAP, il y a des cases vierges. Donc ce qu'on a dit ensemble, là, évoqué ensemble en termes d'adaptation, on peut le rajouter et modifier le document pour qu'il soit plus conforme à des besoins d'un enfant TDAH. Le PAP, on le remplit souvent plutôt dans le secondaire et pas à l'école maternelle et primaire, parce que à l'école maternelle et primaire, finalement, il n'y a qu'un enseignant et on n'a pas besoin d'instaurer ce cadre. Alors, certains pourront le déplorer parce que ça formalise quand même de manière officielle les choses, mais s'il y a une bonne entente entre tout le monde, on peut servir du PAP comme moyen de mémoire, à savoir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, mais si ce n'est pas validé par le médecin scolaire, parce que tout est un peu long au niveau des démarches administratives, ce n'est pas grave, on sait que l'enfant a des adaptations. Par contre, au collège et au lycée, c'est primordial que le médecin valide ce plan, sinon il ne sera pas valide. Ensuite, le deuxième plan d'accompagnement, donc le PPS, le projet personnalisé de scolarisation, c'est plus compliqué de le mettre en œuvre parce que ça veut dire que côté parents, il faut faire une reconnaissance auprès de la MDPH, la maison départementale pour les personnes en situation de handicap. Souvent, on va demander, comme on l'évoquait tout à l'heure, une aide humaine pour aider l'enfant à rester élève. Donc là, il faut mobiliser la MDPH, donc il y a un dossier à remplir, un certificat médical cerfatisé. Avec l'école, il faut remplir ce qu'on appelle un guide d'évaluation scolaire, un GEVASCO, des renseignements scolaires. Bon, il y a tout un dossier à remplir et la MDPH acceptera ou non la demande par rapport au TDAH. Donc voilà, il y a 2 grands plans d'accompagnement. Eh bien, je vous remercie Fabienne pour être intervenue durant cette vidéo. Si vous souhaitez retrouver Fabienne Henry, eh bien, tous les liens se trouvent dans la description. Vous pourrez retrouver l'association de Fabienne Henry directement donc sur Instagram, sur Facebook et également sur Twitter. Donc n'hésitez pas, foncez voir tout ça, du moins si cette vidéo vous a intéressé, je pense que c'est le cas évidemment. Et voilà, nous on se retrouve très vite. C'était Arthur, merci pour votre attention, ciao.